bien dans son job pour parler de l'enquête interne. Vous qui êtes DRH, vous qui êtes d'ailleurs des représentants du personnel, des élus, savez de quoi l'on parle. Une enquête interne, c'est lorsqu'il y a eu un dysfonctionnement et qu'on va lancer une enquête pour savoir si oui ou non, mais la personne a bien commis les faits qui lui sont reprochés. La jurisprudence évolue et on va faire le point avec vous, Claire Letouzet. Bonjour Claire. Bonjour Arnaud. Ravi de vous retrouver. Avocate en droit social, Simons et Simons, je ne sais pas si je le dis avec le bon accent. Vous êtes venu nous éclairer sur un sujet dont vous nous avez déjà parlé sur ce plateau, mais depuis octobre dernier, décision de la Cour d'appel d'abord de Versailles le 9 octobre 2025, les choses évoluent en matière d'enquête interne. Dites-nous d'où cela part. C'est quelqu'un qui est accusé qui fait, dit-il, un choc émotionnel qui conduirait à pouvoir le mettre en accident du travail. Est-ce que c'est bien ça, la base du sujet ? Oui, tout à fait. En fait, comme vous le disiez, le sujet évolue parce que les pratiques évoluent. Il y a de plus en plus d'alertes, on constate dans les entreprises, et ensuite de plus en plus d'enquêtes. Sauf que certains, notamment RH ou directeurs juridiques, conduisent des enquêtes d'une façon qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on pourrait attendre en termes de confidentialité, de délicatesse et d'impartialité. Il n'y a pas de code de procédure pénale de l'enquête interne, il y a quand même des règles. Il n'y a aucun code. Oui. À ce jour, aucune proposition de loi qui avance. Pour réglementer l'enquête interne. Pour réglementer, donc c'est juste la pratique. C'est la pratique et un certain nombre de codes aussi d'institutions qu'on connaît bien. Mais quelque part, chacun fait un peu à sa sauce. Et c'est bien le problème. C'est dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que quand on est entendu par des personnes de l'entreprise, dirigeantes de l'entreprise, donc un DRH, un directeur juridique, et qu'on est accusé peut-être directement de façon un peu inquisitoire pendant l'entretien. Et pourtant présumé innocent, comme ça se passe pourtant, quand on fait une enquête, normalement, on n'a aucun prisme, on est totalement indépendant, on n'a aucun parti pris. Eh bien, il se trouve qu'à la sortie de cet entretien, la personne qui était le potentiel auteur du harcèlement a eu un choc émotionnel tel qu'il a été emmené à l'hôpital et il est passé 2 mois en clinique psychiatrique. Et il y a eu une demande de reconnaissance de cet entretien en accident du travail. J'utilisais un mot d'avocat, c'est une méthode dilatoire ou c'est une manière aussi de sortir par le haut d'un dossier qui nous accusait, parce que c'est un vrai sujet de droit, je dirais, de stratégie même d'ailleurs. Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça pourrait être utilisé par certains comme une matière dilatoire. Et pour sortir la tête haute, si on peut dire, de l'enquête. Mais dans le cas précis, la Cour d'appel a jugé que non. Et la Cour de cassation, dans une autre affaire, a aussi jugé que c'était un accident du travail. Donc, vous nous dites, vous, praticienne, il faut soit créer un texte de loi qui encadre l'enquête interne, soit le faire, pour le dire un peu directement, par des gens compétents, ce qui ne veut pas dire que les DRH et les directeurs juridiques ne le sont pas, mais il y a quoi ? Trop de proximité, trop de biais peut-être qui font que l'agressivité peut être là. C'est ça le sujet ? Oui, c'est ça le sujet. Je ne pense pas qu'un texte de loi va révolutionner les pratiques. Oui, c'est de la pratique. C'est vraiment de la pratique et donc on peut encadrer, et c'est déjà encadré par la jurisprudence notamment, mais il faut faire très attention quand on fait une enquête. Ce n'est pas une zone de non-droit, l'enquête interne. Quand on est enquêteur, on n'a pas tous les droits. Il faut rappeler les principes de garder le silence. Si la personne ne souhaite pas participer et ne souhaite dire ce qu'elle... Elle a le droit. Elle a le droit. Il faut lui rappeler. Oui, elle a le droit d'avoir la présence d'un... pénale. Voilà, exactement. Elle a le droit d'avoir la présence d'un avocat si elle le souhaite, notamment si elle est le potentiel auteur et si elle est entendue par un avocat enquêteur. Donc ça, nous, on rappelle en début de procédure, quand on fait une enquête, que la personne peut être accompagnée d'un avocat. Donc Claire, pour être précis, je suis convoqué, je suis suspecté d'avoir commis des faits délictueux, sexistes ou pas, peu importe. J'appelle mon avocat et je demande à ceux qui me convoquent de me convoquer qu'en présence de mon avocat. Exactement, si ça, en face, l'avocat est un avocat enquêteur. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas venir avec votre avocat si c'est le directeur juridique qui fait l'enquête. Parce que là, il y aura un déséquilibre des forces, on va dire. Mais comme... Ça se complique. C'est-à-dire que si c'est le directeur juridique de l'entreprise qui fait l'enquête, je ne peux pas venir avec mon avocat en robe.
Ah non, mais de toute façon, viens pas au rang. Non, mais j'entends bien, mais je veux un avocat qui plaide. Non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Moi, si je suis conseil de l'entreprise, je lui dirais, vous refusez à ce que l'avocat vienne, or qu'il n'y a pas d'avocat de l'autre côté. C'est quand l'avocat... C'est défini par la loi ? Non, c'est pas défini par la loi, c'est défini par le code de la déontologie de l'avocat. D'accord, voilà. Pas possibilité. Et de se dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Donc, on n'est pas là pour piéger quand on enquête sur des faits de harcèlement, par exemple. On n'est pas là pour piéger les gens, on est là pour les écouter. On est là pour faire sortir ce qui est difficile à faire sortir, pour avoir la vérité. Et tout ça, il faut avoir une pratique et une déontologie qui rassure les gens, qui permet qu'il y ait une confidentialité, une réputation aussi et donc, à tenir. Un résumé des auditions qui peuvent être nombreuses. Hein. Oui. Ça ne se tient pas que parfois sur un entretien, mais plusieurs entretiens. Il y a du contradictoire, puisqu'on va quand même entendre la victime. J'imagine que dans cette affaire, il y avait une victime. Et ensuite, vous allez rendre quoi ? Un compte-rendu d'audition, d'enquête ? Oui, ça s'appelle un compte-rendu d'entretien qu'on fait relire à la personne qui a été entendue. Elle doit le signer ou pas ? Et elle le signe. Elle n'est pas obligée. Alors, elle n'est jamais obligée de signer, mais nous, on leur demande de signer pour qu'on puisse ensuite faire un rapport sur la base de ces comptes rendus, encore une fois, qui ne sont pas faits pour piéger les gens. Il faut que les gens assument ce qu'ils disent. Il y a l'enjeu d'éthique. Et pourquoi ? Parce qu'on veut avoir un rapport qui tienne la route, un rapport qui soit le plus proche possible de la vérité, pour que ensuite l'employeur puisse prendre les mesures nécessaires, potentiellement des mesures de sanction, sur la base d'un rapport d'enquête, si le harcèlement est avéré. Sujet passionnant avec, il faut le donner et le mettre entre les mains, on vient de l'entendre, de professionnels du droit notamment. Il y a aussi les partenaires sociaux qui font parfois des enquêtes internes. Merci Claire Le Touzet de nous avoir éclairé sur ces décisions de la Cour d'appel de Versailles, du Conseil d'État, c'était le 1er décembre, et d'une autre cour qui est la Cour de casse. La Cour de casse. Pour être complet et pour faire un peu de droit. Ça fait du bien de faire du droit dans cette émission. Merci de nous avoir rendu visite. Cabinet Simons et Simons. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse dans notre débat d'actualité à cette fameuse rupture conventionnelle. Alors là aussi, c'est un sujet de droit. Les avocats se sont penchés sur ce sujet, évidemment. Alors, on est souvent accompagné de son avocat, d'ailleurs, même dans les négos de rupture. Elle a évolué, cette rupture conventionnelle. Alors, certains évoquaient même la réforme de l'assurance chômage sur le modèle de 2024. Non, on n'a touché qu'à la rupture conventionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va changer aussi pour les salariés et pour les entreprises ? On en parle avec nos invités. C'est le débat d'actu.